Bienvenue pour cette nouvelle analyse en profondeur. Je suis vraiment ravie de me pencher sur ce sujet aujourd'hui. Ouais, ravi aussi. C'est un très beau sujet qu'on a là avec beaucoup de matière. Absolument. En fait, notre mission du jour, Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. Je suis ravi d'être là aujourd'hui parce qu'on a une mission assez fascinante sur la table. ah ça, c'est sûr, on a un gros morceau aujourd'hui. Ouais, un très gros morceau. On va essayer de décoder les rouages de l'inclusion en entreprise. Et surtout, l'ambition, c'est de comprendre comment transformer ce qui est souvent vu comme une simple contrainte légale. Une case à cocher, quoi. Voilà, la fameuse case à cocher des RH. Comment on transforme ça en un vrai moteur de performance collective? Et pour ça, on ne part pas de nulle part. Non, pas du tout. On s'appuie sur une mine d'informations vraiment riche, c'est le Bootcamp Politique Handicap. Le fameux module 4 de la semaine 1. Le module 4. C'est ça. Pour moi, c'est le vrai point de bascule de toute la méthode Andiref. C'est là que le changement de regard opère de façon radicale. Et c'est hyper important pour ceux qui nous écoutent, qu'on soit manager, RH, ou juste intéressé par la vie en entreprise. Comprendre ces mécanismes, c'est découvrir comment une organisation peut devenir fondamentalement plus intelligente. Plus fluide aussi. Plus saine, carrément. Mais pour commencer, il faut pulvériser un mythe. Le mythe de la rareté et de la visibilité du handicap. L'image d'Épinal du fauteuil roulant. Voilà, le fauteuil roulant ou la canne blanche, alors que les chiffres d'Andiref mettent en avant une stat qui change absolument tout. 80% des handicaps sont invisibles. 80%. Et cette statistique, elle est fondamentale parce qu'elle modifie la perception qu'on a du sujet dans les équipes. Le handicap invisible, c'est hyper concret en fait. C'est quoi concrètement, Evelyne? Ça va être des maladies chroniques invalidantes, le diabète, l'endométriose. Ça peut être des troubles de l'audition qui s'installent, tu sais, avec le temps, des maux de dos sévères ou même des troubles psychiques ou cognitifs. Donc on est loin du cliché de l'accident grave, unique. Complètement. Et l'autre idée reçue à casser, c'est de croire que le handicap, c'est juste une question de recrutement. Genre, on va embaucher une personne handicapée. Alors que non. Bah non, ça survient massivement en cours de carrière, souvent chez des collaborateurs qui sont déjà dans l'entreprise depuis des années. Ce constat, il nous pousse à revoir la définition même du mot. Dans nos notes, il y a cette référence super claire à la loi de 2005 en France. Le fameux changement de paradigme. C'est ça. Le handicap n'y est plus décrit comme une identité médicale figée. C'est pas une étiquette qu'on te colle sur le front à vie. C'est défini comme le résultat d'une interaction. Une collision, presque. Ouais, la collision entre la santé d'une personne et un environnement inadapté. C'est ça qui crée la situation de handicap. Et philosophiquement, et même de façon très opérationnelle, ça change tout. Si c'est une interaction, la variable d'ajustement, ce n'est plus juste la personne, c'est surtout l'environnement de travail. On sort du médical. On quitte le médical pour entrer dans l'organisationnel, l'environnement pur. Il y a une analogie parfaite dans les documents d'Andiref pour illustrer ça. Imaginons un collaborateur, on va dire qu'il a un trouble de l'attention sévère ou une grosse hypersensibilité au bruit. D'accord. Ce salarié, dans une entreprise A, il va être en souffrance totale. Pourquoi? Parce que l'entreprise A, c'est le grand open space, bruyant, horaire fixe, 9h-18h, culture de l'interruption, il faut répondre sur Slack dans la minute. L'enfer pour lui, quoi. Exactement. Là, il est clairement en situation de handicap. C'est l'environnement qui le bloque. Mais la suite de l'analogie est géniale. Ce même salarié, avec exactement le même état de santé clinique, il démissionne. Il va dans l'entreprise B. Et l'entreprise B, elle a mis en place du flex office avec des zones de silence, 3 jours de télétravail et une communication asynchrone. On n'attend pas de réponse immédiate. Et boum! La situation de handicap disparaît, ou au moins elle s'atténue drastiquement. Alors que sa santé n'a pas changé d'un millimètre. C'est l'organisation qui, par son intelligence, a absorbé la difficulté. Le problème, ce n'était pas l'individu qu'il fallait réparer, c'était la rigidité de l'entreprise A. C'est la différence entre intégration et inclusion, en fait. C'est exactement ça. L'intégration, c'est l'ancien monde. L'entreprise dit « voilà le moule, fais l'effort de rentrer dedans Débrouille-toi. ». Voilà. L'inclusion, ça renverse la charge. C'est l'entreprise qui audite ses process et modifie l'environnement pour lever les freins. Le but, c'est que la compétence du salarié s'exprime sans barrières artificielles. Bon. Et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet, le cœur du réacteur de la méthode Andiref. Le module 4 de la semaine 1. Oui, le module 4. Il est incroyable ce module parce que le mot d'ordre est super radical. C'est
Il y a urgence à arrêter de raisonner en typologie médicale pour raisonner en besoins spécifiques. C'est un virage à 180 degrés pour les managers. Bah oui. L'instinct naturel quand un collègue va mal, c'est de demander c'est quoi le diagnostic. On se dit que si on a le nom de la maladie, on saura quoi faire. Et Andiref aborde ça très bien avec leur défi éclair. Dans le programme, ce sont des questions très précises pour bousculer les certitudes. Le défi éclair numéro 19, par exemple, il s'attaque au piège des étiquettes. Pourquoi c'est un piège? Ça part d'un bon sentiment, non? Souvent, oui, de la bienvoyance, mais c'est un piège redoutable. Figer quelqu'un dans une catégorie médicale, jouer au médecin, ça crée immédiatement des stéréotypes. Ah oui, les préjugés. Si un manager apprend qu'un membre de l'équipe a une sclérose en plaques ou une dépression, son cerveau va générer plein d'idées préconçues sur ce que la personne peut faire ou pas, sans aucune base liée au travail réel. L'entreprise n'a ni la compétence ni la légitimité pour analyser un diagnostic. D'autant que le nom de la maladie ne te dit pas comment aménager le bureau. Savoir que quelqu'un a telle pathologie, ça ne te donne pas le mode d'emploi de son quotidien professionnel. C'est pour ça que la méthode Andiref insiste lourdement sur l'analyse factuelle du poste. On ne demande pas quelle est sa pathologie. On demande qu'est-ce qui coince dans les tâches et comment compenser l'obstacle. Il faut une vraie discipline intellectuelle de la part des RH pour faire ça. Accepter de ne pas savoir le pourquoi médical pour se concentrer sur le comment opérationnel. C'est ça. Mais du coup, ça soulève une contradiction. Et c'est abordé dans le défi éclair numéro 20 de ce même module 4. Si on bannit le vocabulaire médical en interne, comment l'entreprise fait pour parler avec la médecine du travail? Eux, ils parlent médical. C'est une super question. La frontière est très claire. La typologie médicale, elle reste un repère, un langage commun, mais uniquement pour dialoguer avec les experts externes. La médecine du travail, les ergonomes, eux, en ont besoin. Mais l'entreprise alors? L'entreprise, elle agit comme un traducteur. Dès que l'info franchit la porte de la société, le terme médical est converti en impact professionnel. Tu as un exemple? Oui, on ne va plus parler de troubles musculo-squelettiques sévères, on va parler d'un besoin de limiter le port de charge à 5 kg, ou d'un besoin de changer de logiciel pour réduire les clics. On traduit le médical en organisationnel. C'est hyper concret. Et cette traduction, elle nous amène au défi éclair numéro 21, le grand classique des débats à la machine à café. L'équité face à l'égalité stricte. Ah oui, la fameuse complainte. Si on lui accorde 2 jours de télétravail en plus, ou un siège à 1 000 €, c'est pas juste pour les autres. Tout le monde logeait à la même enseigne. C'est un biais cognitif très puissant. Il faut absolument le déconstruire. Un aménagement raisonnable, ce n'est pas un privilège ou une faveur. C'est un outil de compensation strict d'un obstacle. Dans les documents, il y a cette image géniale des caisses pour regarder au-dessus d'une palissade. L'image classique, oui. Si on donne une caisse de la même taille à 3 personnes de taille différente, ça c'est l'égalité stricte. La personne la plus petite ne verra toujours rien. L'équité, c'est donner 2 caisses à la personne plus petite pour que tous les regards soient à la même hauteur. L'aménagement, c'est remettre tout le monde sur la même ligne de départ pour produire un travail de qualité. Appliquer une égalité uniforme face à des situations de santé inégales, ce n'est pas de la justice. C'est de la discrimination par omission en fait. Exactement. L'adaptation individualisée, c'est l'essence même de l'équité. Et ce qui est fascinant, c'est le défi éclair numéro 22, le bénéfice collatéral. L'équité déborde du seul périmètre de la personne concernée. Andiref utilise la métaphore de l'effet curb cut, les bateaux de trottoir. Une métaphore brillante. Historiquement, ces petites rampes au carrefour ont été conçues spécifiquement pour les fauteuils roulants, un aménagement très ciblé. Mais aujourd'hui, qui s'en sert? Tout le monde. Les poussettes, les livreurs, les valises à roulettes, les vélos. C'est la conception universelle. Et transposé à l'entreprise, c'est surpuissant. Si tu épures l'interface d'un outil interne et que tu améliores les contrastes parce qu'un collègue malvoyant en a besoin, Toute l'équipe de compta finit sa journée moins fatiguée visuellement. pareil, si tu obliges les managers à faire des comptes rendus de réunion écrits et structurés pour un collaborateur neuroatypique, en réalité, tu réduis les malentendus pour tout le service. L'inclusion devient un levier d'optimisation. Et c'est ce que résume le défi éclair numéro 24 pour clore ce module 4. Cette grille de lecture par les besoins, elle permet de sortir de la peur de la pathologie pour aller vers la performance globale. Une performance par l'ingénierie organisationnelle, mais, et c'est un grand mais, ça implique de clarifier qui fait quoi en interne. Car dans les grandes boîtes, l'inaction vient de la confusion des rôles.
Tout le monde se regarde en chien de faïence. Voilà. Andiref propose donc une matrice des responsabilités très claire. D'abord, le dirigeant. Lui, il ne gère pas les fauteuils ergonomiques. Il impulse la stratégie, valide les budgets et donne l'exemple. Sans lui, ça s'essouffle. Ensuite, les RH. Sécuriser le cadre juridique et infuser ça dans les fiches de poste, les entretiens. Et sur le terrain, le manager. Son rôle est clé. C'est le capteur, la vigie. J'aime bien ce terme de vigie. C'est lui qui détecte les signaux faibles. Une irritabilité soudaine, une baisse de prod, un isolement. Il repère ça bien avant que ça ne finisse en arrêt maladie longue durée. Et au milieu de ce triangle, il y a le référent handicap, le chef d'orchestre. Mais attention, la règle d'or de la formation, c'est que le référent ne doit surtout pas tout porter seul. S'il fait le travail des RH ou des managers à leur place, c'est toxique. Complètement. L'entreprise se déresponsabilise. Et le jour où il démissionne, tout s'effondre comme un château de cartes. Il doit outiller les autres, pas faire à leur place. Et d'ailleurs, l'entreprise n'est pas seule non plus. Il y a tout un écosystème externe. Les acronymes font un peu peur parfois. La MDPH pour la reconnaissance administrative, Cap Emploi pour l'accompagnement technique d'un poste. Et le financement, avec l'AGFIP ou le FIP-HFFP, ce sont des poumons financiers. Ils collectent les contributions des entreprises qui ne respectent pas les quotas et redistribuent pour cofinancer des aménagements coûteux. Mais là, attention, les sources mettent en garde. Ces partenaires externes conseillent et financent, mais l'employeur reste le décideur final. Toujours, sous-traiter l'expertise ne veut pas dire sous-traiter la responsabilité managériale. Tu ne peux pas te cacher derrière les délais de l'AGFIP pour justifier de laisser un salarié souffrir. C'est clair. Bon, une fois qu'on a le casting, comment on passe à l'action sans s'épuiser? Andiref parle de 5 piliers. Recrutement, maintien dans l'emploi, accessibilité physique et numérique, culture inclusive et gouvernance. C'est vaste. Et c'est le meilleur moyen de paralyser tout le monde si on fait tout en même temps. D'où le plan de 90 jours. L'erreur classique, c'est le plan sur 3 ans avec 40 objectifs. Le plan de 90 jours, c'est la sobriété stratégique. 8 à 15 actions rapides pour faire des quick wins. Des victoires rapides qui prouvent que ça marche. Et pour réussir ces actions, il faut choisir le bon levier. Il y en a 4. Sensibilisation, formation, accompagnement et outillage. Et il ne faut surtout pas les confondre. J'ai adoré cette phrase dans le bootcamp. On ne soigne pas un manque de compétences par une campagne d'affichage. C'est d'une lucidité folle. Si un manager est terrifié à l'idée de faire l'entretien annuel d'un collaborateur sourd, Mettre des affiches sur la tolérance dans le couloir, ça sert à rien. il a besoin du levier formation, de techniques d'entretien spécifiques, pas de grands discours moraux. Et à la fin, il faut bien mesurer tout ça, piloter la politique. C'est là qu'on arrive au fameux quota des 6%, l'OETH, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Souvent vécu comme une taxe par les comptables en fin d'année. On paye et on n'en parle plus. Et c'est un contresens total. Ce taux, c'est un indicateur de diagnostic interne. Si ton taux d'emploi stagne très bas, c'est le symptôme clinique qu'il y a des barrières invisibles dans ton organisation, des offres qui rebutent, un environnement qui casse la santé des employés. On ne pilote pas le chiffre, on répare la faille qui produit le chiffre. Exactement. Ce qui amène au vrai ROI, le retour sur investissement. L'avantage économique dépasse largement la petite économie sur la taxe de la GFIP. Les gains massifs sont ailleurs. Baisse du turnover parce qu'on fidélise, baisse de l'absentéisme de longue durée, évitement des coûts des prud'hommes pour des inaptitudes mal gérées. Et la marque employeur. Une culture inclusive attire les talents naturellement. Et pour prouver ça à les directions générales, on utilise 3 types d'indicateurs croisés. Oui, d'abord l'activité. Par exemple, on a formé 50 managers ce semestre. L'effort fourni. Ensuite, on croise avec le résultat. Ces 50 managers ont réussi 7 maintiens dans l'emploi complexe. L'effort devient d'impact. Et le 3e, c'est la qualité. On ramène l'humain. Une enquête interne qui montre que les équipes accompagnées perçoivent 40% de bien-être en plus. Action, résultat, ressenti, c'est ça qui pérennise la démarche. Si on doit résumer notre plongée dans des documents d'Andiref aujourd'hui, gérer le handicap, ce n'est pas gérer des dossiers médicaux, c'est de l'ingénierie organisationnelle. C'est concevoir un environnement de travail intelligent et malléable. Et sortir de l'angoisse pour entrer dans la performance collective. Ce qui nous amène à cette réflexion finale, peut-être un peu provocatrice pour l'audience. On vient de voir que quand on adapte l'organisation aux personnes apparemment les plus vulnérables, on crée un environnement plus sain et efficace pour tout le monde. C'est l'effet bateau de trottoir appliqué au management. Voilà. Alors la question c'est 1.
Quelles autres normes d'entreprise, quelles autres règles archaïques continuons-nous d'accepter aveuglément par habitude alors qu'elles étouffent la productivité et le bien-être de tous? Une vraie question vertigineuse pour le prochain comité de direction. Un immense merci à tous ceux qui nous écoutent de nous avoir accompagnés dans cette discussion approfondie. Gardons l'esprit grand ouvert et, de retour au bureau, observons notre propre environnement avec ce nouveau prisme. À très bientôt pour une nouvelle analyse Indirection.